Et bonjour à tous et bienvenue sur le podcast qui vous explique comment faire des ronds pour dire bye bye patron. Alors dans ce podcast, après les étapes de recherche présentées dans le podcast de la semaine dernière, nous allons voir les étapes indispensables de la visite. Comment passer pour un pro, même quand on a un niveau 0. Jingle. Merci à tous ceux qui ont déjà écouté les premiers épisodes. On est à plusieurs centaines d'écoutes en moins d'un mois, donc je suis super satisfait. J'espère que c'est que le début et qu'on va pouvoir atteindre les sommets. Je vous invite comme toujours à vous abonner, c'est super important pour le référencement du podcast. Donc vous pouvez m'écouter sur Apple Podcast, YouTube, Deezer, SoundCloud, Spotify. Et il faut me laisser un commentaire 5 étoiles et une bonne note, peu importe la plateforme. Pour la millième écoute, je ne sais pas encore ce que je fais, mais il y aura sûrement une surprise, peut-être un jeu concours, un karaoké, une danse de la victoire ou que sais-je. Et pour toutes vos anecdotes, suggestions, coups de gueule ou louanges à mon égard, le plus simple pour me contacter, c'est sur Instagram. Le compte, c'est byebyepatron _ entre chaque mot, ou alors sur le groupe Facebook des investisseurs fous, bourse, IMO, crypto, bye patron. Alors, quels sont les prérequis avant de faire une visite ? Donc la première, c'est d'avoir cherché les biens, comme je vous ai expliqué dans mon podcast de la semaine dernière. Ensuite, c'est d'avoir appelé un agent immobilier ou un vendeur et que ces derniers aient répondu, ce qui est vraiment pas chose évidente quand on sait qu'encore beaucoup de gens mettent des numéros de fixe en 2021. Et une fois que vous avez pu les contacter, qui vous ait donné l'adresse et une heure de rendez-vous. Ça paraît tout simple, mais croyez-moi, il y a des fois où on se dit qu'il faut vraiment que toutes les planètes soient alignées et qu'on y croit dur comme fer pour pouvoir réussir à avoir un rendez-vous. En général, sur 10 appels, si j'ai 3 ou 4 visites, je suis content. Donc c'est soit qu'ils répondent pas, soit que c'est vendu, ou le plus souvent c'est qu'on me dit hypercentre ou proche de toute commodité, mais en fait c'est en pleine cité ou dans un endroit qui correspond pas du tout à mes attentes. Donc souvent les agents immobiliers donnent pas les adresses dans les annonces. Je pense que c'est pour pas qu'on leur passe devant, mais ça rend vraiment les recherches laborieuses et fastidieuses. Et je pense qu'ils n'ont aucune idée de à quel point c'est difficile de les joindre. Dans cet épisode, on va décomposer en 4 parties la visite. La première partie, c'est avant même d'être sur les lieux. La seconde, c'est quand vous êtes à l'extérieur du bâtiment. La troisième, c'est dans les communs. Et la quatrième, c'est quand vous êtes enfin dans l'appartement. Pour débuter, la première chose à faire quand vous avez l'adresse, c'est de la taper sur Internet et de regarder dans Google Street View et Google Maps ou l'équivalent l'emplacement de l'immeuble. Donc parfois, quand on ne connaît pas super bien les endroits, on n'a pas conscience qu'il peut y avoir une grosse gêne. Et passer par ces outils, ça vous permet déjà de dégrossir. Peut-être que vous allez voir un point rédhibitoire et ce ne sera même pas la peine d'aller visiter. Ou alors, le plus probable, c'est que vous vous rendiez compte qu'il y a des choses qu'il faut que vous vérifiez ou que vous validiez pendant la visite. Donc prenez le temps de taper l'adresse, regardez d'en haut. En plus, vous pourrez avoir un peu une idée de la distance par rapport au point d'intérêt. C'est quand même bien de faire ça à tête reposée et de vous poser vous-même les questions avant même que l'agent immobilier il commence à vous sortir tout son discours qui pourrait éventuellement biaiser votre jugement. Après, si vous n'êtes pas sûr et que vous avez le temps, comme je vous ai toujours expliqué, l'important c'est de beaucoup visiter. Donc, si c'est pas un truc qui est vraiment rédhibitoire, foncez quand même en visite, regardez les biens, discutez avec l'agent immobilier. Peut-être ça va vous apporter des nouvelles opportunités, ou alors vous allez peut-être vous faire un nouvel avis sur un quartier dans lequel vous n'avez pas l'habitude d'aller. Et en plus des endroits, des lieux rédhibitoires que vous pourriez identifier via cet outil, ça dans un autre sens, si vous avez l'impression que l'appartement il est vraiment super bien, faire ce premier repérage, ça va vous permettre d'être super réactif, notamment dans les marchés tendus où les gens ils achètent n'importe quoi, n'importe comment. Et voilà, ça, en ce moment c'est un peu la folie. Donc si vous avez déjà pris vos marques, si vous êtes par exemple vous achetez avec votre compagne ou avec un associé, et que vous vous rendez compte que tout est ok par rapport à l'annonce, que vous avez votre repérage, que vous n'avez rien vu qui pourrait être bloquant, et ben vous savez, parfois il faut vraiment réagir super vite, donc
pouvez vous dire, bon, je sais où c'est, j'ai fait les premiers repérages. En gros, si la visite elle se passe bien, je fais tout de suite une offre. Parfois, il faut faire une offre au prix. Si le prix il est bon, c'est pas la peine de négocier. Si y a 15 acheteurs sur le coup, de toute façon, ça va servir à rien. Après, je dis pas qu'il faut jamais négocier, mais il y a des moments sur des marchés tendus, quand vous avez une bonne affaire qui vient comme ça de pop, et ben il faut foncer. Donc ce premier repérage, ça va vous permettre d'avoir déjà des certitudes, de mettre le co-acheteur dans des bonnes conditions en lui disant voilà, ça a l'air super bien, les photos sont bonnes, j'ai repéré les lieux, est-ce que t'es ok si la visite se passe bien pour qu'on fasse tout de suite une offre. Et je vous dis ça parce que ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. J'ai été le premier à pouvoir joindre l'agent immobilier. Il m'a dit qu'il avait déjà 5 appels en absence quand j'arrive à la visite. Il m'explique que je suis le premier à visiter et qu'il y a 8 visites prévues dans la journée. Ben voilà, heureusement je connaissais bien l'endroit. J'avais prévenu mon associé et du coup on a pu faire l'opération super vite. Voilà. L'annonce parut la veille dans l'après-midi. Le matin à 9h, j'avais déjà fait l'offre et c'était réglé. Ensuite, la seconde chose à faire, donc la deuxième étape, c'est quand vous arrivez sur les lieux pour la visite. Si vous en avez la possibilité, essayez d'arriver un petit peu plus tôt. C'est pas la peine d'arriver une demi-heure à l'avance, mais 5 ou 10 minutes. Ça va vous permettre un peu de prendre la température du quartier. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'avoir une mégère dans l'immeuble qui sort qui a 10 chats, qui veut faire la loi, ou d'avoir des avions de ligne qui passent super près, vous n'êtes pas au courant, que vous êtes au-dessus d'un couloir aérien, ou que vous vous rendez compte que le quartier il est mal famé, qu'il y a des gens qui squattent. Il vaut mieux le faire avant la visite, parce qu'après la visite, vous serez avec l'agent immobilier, vous aurez peut-être d'autres choses à faire, et l'agent immobilier il sera en train de vous bullshiter, en train de dire que c'est une opportunité extraordinaire, qu'il y a déjà 10 acheteurs parisiens sur le coup, et vous pouvez un peu vous laisser embobiner. Donc, si vous êtes à froid avant la visite, voilà, peut-être que l'appartement il vous aura plu à fond, et du coup vous serez plus lucide pour tenir compte de ces éléments. Donc je vous conseille d'arriver un peu plus tôt, et voilà, ça peut pas 5 ou 10 minutes, ça peut vous éviter beaucoup d'ennuis. Pareil, si à un moment vous avez fait une offre sur un bien et qu'elle a été acceptée, je peux que vous recommander de repasser devant l'immeuble à plusieurs heures de la journée, y compris le week-end, pour vous assurer qu'il n'y a pas une boîte de nuit. Bon, en ce moment, de toute façon, ça risque pas. Mais voilà, d'identifier des nuisances que vous auriez peut-être pas vues. J'ai déjà entendu des histoires de pistes de karting qu'on n'arrivait pas à voir depuis l'appartement, et le dimanche, ça faisait un bruit d'enfer, ou des stands de tir, ou des choses comme ça. Donc, comme on vous le dit tout le temps, vous achetez pas n'importe quoi. Donc, prenez le temps. Je veux dire, acheter un appartement, et ben, faut quand même faire ça sérieusement. Donc, une fois que votre offre elle a été validée, et ben, assurez-vous quand même que vous faites pas n'importe quoi. Quand l'agent arrive avec sa belle mallette et sa voiture avec en très gros le logo de son agence, demandez-lui, posez-lui les questions sur quels sont les transports, même si vous êtes venu en voiture, demandez-lui quels sont les transports les plus proches, la gare, les commodités, parce qu'après vos locataires ils vont vous le demander. Et si c'est une ville que vous connaissez pas, vous allez vous sentir tout bête le jour des visites, à pas savoir à quelle distance est le centre-ville, ou le bus qui va à la faculté. Si vous êtes plus étudiant, ça vous concerne pas directement, mais ça concernera vos locataires. Donc demandez un peu voilà, les distances et les moyens, les commodités à l'agent immobilier. Ça vous permettra aussi un peu de vous faire une idée de son sérieux. Et si vous êtes super proche d'une gare, assurez-vous qu'il n'y a pas les drogués caractéristiques de chaque gare de France qui traînent dans le jardin, ou qu'il n'y ait pas des seringues ou des choses comme ça. Après, je peux que vous recommander d'acheter dans des lieux où vous êtes familier pour éviter de faire des grosses erreurs. Donc, si vous connaissez rien au quartier, soit visitez plusieurs biens, parlez à plusieurs agents, soit posez-vous quand même la question si c'est super pertinent d'acheter à cet endroit en n'ayant aucune connaissance du terrain. Après, on peut vite en acquérir une assez bonne. Je veux dire, on fait 10 visites dans un endroit, on parle à 10 agents ou 10 vendeurs. Voilà, quand vous êtes avec eux, il faut vraiment leur poser 1 million de questions, et vous allez en apprendre, même si vous avez l'impression que vous savez mieux que lui, même si vous avez l'impression que le vendeur il est pas sérieux. Parlez, posez 1 million de questions, et vous allez toujours pouvoir vous en resservir pour les visites ultérieures, et
faire en sorte d'avoir l'air de savoir de quoi vous parlez. Bien sûr, jeter un œil à la façade. Les façades, ça coûte cher. Donc, la façade, le toit, et puis aussi, ça vous donnera un peu une idée des propriétaires actuels et des occupants. Si l'immeuble, il a l'air délabré et que vous voulez acheter qu'un appartement, vous n'allez pas être maître des travaux. Donc franchement, passez votre chemin, ça m'est déjà arrivé de voir des super bonnes affaires avec des façades dégueulasses. Vous vous rendez bien compte que les gens qui vont habiter dans ce genre d'immeuble, ça va pas être les meilleurs, et donc c'est pas la peine quand on veut empiler les lots comme des Legos, on a envie de tout sauf de perdre son temps et son énergie à gérer les problèmes des autres. Donc passez votre chemin, tant pis, des bonnes affaires, il y en a tout le temps et partout. Si c'est pas celle-là, c'est une autre. Par contre, si vous achetez mal, vous allez être embêté. Regardez aussi quand vous êtes à l'extérieur s'il n'y a pas des servitudes, donc des droits de passage de voitures ou de piétons. Ça peut aussi être handicapant. Et regardez surtout s'il y a des commerces au rez-de-chaussée, ce que c'est, si c'est un stand de tacos, vous savez que voilà, ça va être un mauvais standing pour l'immeuble, ça risque de se sentir, ça risque de squatter jusqu'à pas d'heure. Donc pareil, franchement on essaye à tout prix d'éviter les problèmes et les gens qui nous embêtent. On veut acheter un bien rentable, mais on n'est pas prêt à tout. Troisième étape, ça y est, l'agent immobilier vous a donné sa carte, il a déjà ouvert sa petite mallette ou sa petite pochette et vous rentrez dans les communs. Alors les communs, pour moi, c'est presque ce qu'il y a de plus important quand on achète un appartement, parce que c'est quelque chose qui est super compliqué à changer et à modifier. Quand vous lisez les PV d'Assemblée Générale, il y a rarement du monde qui y va, et souvent les gens ils sont pas chauds pour voter des gros travaux. Donc si les communs, ils sont vraiment, vous pouvez être esclave un peu de la copropriété. Donc si les communs, il y a des indices qui vous laissent à penser que c'est le dawa dans la copropriété, surtout s'il y a des poussettes, des vélos, des chaussures. Si vous savez que tous les appartements ils font 50 mètres carrés et qu'il y a 20 ou 30 paires de chaussures devant la porte d'entrée, et ben c'est pareil, vous exposez à des problèmes dont vous n'avez pas du tout envie. Donc essayez vraiment de regarder un peu l'état, les boîtes aux lettres. J'ai déjà vu des copropriétés avec des boîtes aux lettres, on aurait dit qu'on les avait cassées à coups de poing. J'ai vu des copros où il y avait les clochards qui cassaient les boîtes aux lettres pour avoir des journaux pour se mettre dans un endroit chaud où dormir. Donc voilà, c'est super triste de se dire qu'il y a des gens qui en arrivent à là. Et aussi, j'ai eu des copropriétés, j'ai déjà entendu, j'ai même déjà été, dans lesquelles des gens ils mettaient le feu au courrier. Donc voilà, c'est vraiment pas la bonne chose à faire. Autant un appartement, vous allez pouvoir tout casser et tout refaire. Autant une copropriété, ça sert à rien d'avoir un appartement de hyper haut standing dans une copropriété où tout est cassé et saccagé. Pareil, s'il y a des encombrants, souvent quand vous allez à la cave, vous voyez qu'il y a des vieux matelas, des vieux canapés, tout ça. Si c'est là alors soit c'est là depuis longtemps et le syndic qui fait pas son travail, soit c'est les gens qui sortent même pas les poubelles. Alors je sais pas si j'ai que visité bien sûr c'est pas tous les immeubles que je visite qui sont comme ça, mais j'en ai visité. Quand on veut faire des bonnes affaires, en général on achète les appartements qui sont parmi les moins chers, et donc pour trouver un bien pas cher et qui nous convienne, il faut en voir beaucoup des pas chers qui nous conviennent pas, parce que on veut pas les biens de plus haut standing, mais on veut que les gens qui habitent, qui partageront la copropriété avec nos locataires, ce soit des gens normaux tout simplement. Donc, et dans tous les cas, même si souvent les agents ils sont un peu réticents à vous faire visiter la cave ou les garages, je pense qu'ils ont l'impression de perdre leur temps, ou alors ça va pas avec leurs chaussures à talons. Allez toujours voir les caves et les garages, c'est là où vous aurez la meilleure idée de l'état de la copropriété. Pour l'anecdote, une fois j'avais visité un appartement qui aurait pu convenir, et le vendeur, c'était un ami du vendeur qui m'a fait la visite, et il m'a dit ouais, vous voyez la copropriété 1, 2, 3, elle est en super bon état. Franchement c'est vrai, elle avait quelques années, mais c'était super propre, les travaux ils avaient été faits. Et il me dit ouais, c'est un ancien gendarme qui est au conseil syndical, et
et c'est lui qui s'occupe de la copro. Et moi, ça m'a fait tout de suite tilt. Je me suis dit, ça, c'est le genre voilà, qui va nous créer des problèmes, qui va nous saouler si nos locataires ils font une fête 3 fois dans l'an. Et quand on est allé visiter le garage, il y a un gars qui se pointe. Je pense que même Napoléon, il n'avait pas un ego comme ce type. Et il nous dit, oui, je suis le gérant de la copropriété, à qui ai-je l'honneur et tout. J'ai dit, c'est bon. Le gars, il me dit, ouais, vous voyez, avec moi, ça file droit. C'est bon, je passe mon tour. J'ai pas envie qu'il y ait le type qui me menace parce que mon locataire, il a laissé tomber un papier, un ticket de caisse dans le couloir, ou qu'il a fait fêter son anniv avec 5 amis. Donc c'est dans les deux sens. Hein. Il peut y avoir, soit vous voulez éviter les gens à problème qui font des méga fêtes, qui font un méga bordel, mais évitez aussi pas forcément les vieux grincheux, les grincheux tout simples, qui ont que ça à faire que d'aller râler tout le temps, voilà, la voisine mégère, le type dont c'est la seule raison de vivre, de s'occuper de l'immeuble. Voilà, vous voulez juste des gens normaux, et croyez-moi, c'est pas si simple que ça à trouver. Enfin, le gros point important quand vous visitez les communs, c'est que c'est toujours un bon argument de négociation du prix, parce que les vendeurs, déjà, ils vont pas le prendre personnellement. C'est pas comme si vous disiez, ouais, votre appartement, il est moche, faut tout casser. En gros, je sais pas comment vous avez pu vivre là-dedans ou laisser des gens vivre là-dedans. Quand c'est les communs, les vendeurs, ils vont pas se sentir attaqués, et en plus, ils vont bien être conscients qu'il faudrait peut-être faire des travaux, et ils n'ont pas vraiment de pouvoir dessus. Ils peuvent pas vous dire, ouais, ça je vous le répare moi vite fait, et puis vous inquiétez pas, le jour de la vente, ce sera réglé. Non, ils vont être obligés, plus ou moins, d'accepter votre argument. Après, les questions à poser à l'agent immobilier à ce moment-là, c'est quelle est la date de construction de l'immeuble. Alors souvent, ils le savent pas. Si c'est un peu style années 70, ils vont dire années 70. Mais au moins, vous allez avoir un peu une idée du niveau de l'agent immobilier, et vous allez savoir si c'est par exemple un immeuble dans lequel il va y avoir du simple vitrage ou du double vitrage, ou les futurs travaux qu'il y a à faire en fonction de l'âge de la copropriété. On peut vite s'en rendre compte, mais parfois on se trompe. Et ça vous donnera des bonnes indications avant même de rentrer dans l'appartement sur le mode de chauffage qu'il peut y avoir, ou l'isolation, parce que en fonction des époques, voilà, c'est plus ou moins toujours les mêmes types de chauffage que vous allez retrouver, et d'huisserie. Posez également la question à l'agent des travaux récents qui ont été faits et des travaux prévus. Contrairement à ce qu'on entend toujours, c'est pas parce que des travaux ils ont été votés que c'est le vendeur qui va les supporter. Ça, c'est une clause qui doit être expressément indiquée dans l'acte, dans le compromis et dans l'acte authentique. Et sinon, ce sera à vous, dans tous les cas, au moment de l'appel de fonds, si c'est vous le propriétaire, ce sera à vous de régler l'appel de fonds à la copropriété. Ensuite, en fonction de ce qui est prévu dans l'acte, vous pourrez demander au vendeur de vous rembourser. Attention, c'est des travaux qui peuvent vite vous coûter cher. Il ne faudrait pas que vous puissiez plus payer votre cadeau de Saint-Valentin à votre cher et tendre parce que vous avez dû raquer pour l'appel de fonds pour le changement des boîtes aux lettres. 4e étape, on en est presque à 20 minutes de podcast, et là, enfin, vous rentrez dans l'appartement. Donc les premiers éléments qu'il faut regarder, c'est les choses que vous ne pouvez pas changer. Donc c'est la disposition des pièces. Souvent, si on veut faire un investissement rentable, on ne va pas pouvoir tout chambouler l'appartement. On va peut-être pouvoir casser une cloison, mais tout ce qui est mur porteur, bouger une salle d'eau, changer les fenêtres, tout ça, ça va vraiment très vite nuire à votre rentabilité. Donc, bon, autant les fenêtres, vous pouvez les changer, mais les gros travaux, je vous conseille vraiment pas de les faire si vous vous achetez dans une ville où l'immobilier est pas cher. Vous vous y retrouverez jamais. Pour moi, le plus important, c'est la luminosité quand vous rentrez dans un appartement. C'est ça qui donnera le coup de cœur. C'est ça qui fera que voilà, les gens ils ont le waouh. Une fois que vous aurez bien aménagé l'appartement, et c'est un truc qui va être super important, la luminosité, pour que les gens ils se sentent bien là où ils habitent. Donc essayez, le mieux c'est de prendre des étages élevés avec des bonnes expositions. Mais peu importe, les autres éléments que vous ne pouvez pas changer, c'est par exemple
Est-ce que l'appartement il donne sur cour ou sur une rue qui est bruyante? L'étage de l'appartement, bien entendu. Ou est-ce qu'il y a les évacuations d'eau, les arrivées d'eau, c'est super important également. Essayez toujours de vous mettre dans la peau de votre futur locataire ou le futur vendeur, parce que tôt ou tard vous allez devoir vendre l'appartement. Peut-être que vous pensez le garder 30 ans, mais en général les appartements on les garde en moyenne 7 ans. Et donc il ne faut pas que vous mettiez juste de votre point de vue en disant que certains éléments vous allez trouver acceptables. Par exemple, si y a des avions qui passent au-dessus, s'il y a un Boeing 747 toutes les 10 minutes, vous êtes peut-être à moitié sourd, mais c'est pas pour ça qu'il faut l'accepter. Pareil, s'il y a des drogués, que vous êtes, je sais pas, un homme assez en forme physiquement, et que vous dites c'est bon, moi je crains rien, le jour où vous allez les revendre, le jour où vous allez le louer, et ben pour plein de gens ça va pas être acceptable. Donc il faut pas que vous voyez les critères qui sont importants pour vous. Il faut déjà, comme quelqu'un qui élabore n'importe quel produit qui va vendre dans le monde, il faut que vous pensiez à la place de vos futurs clients. Et vraiment la seule de toute façon, question que vous devez vous poser quand vous visitez, c'est est-ce que l'appartement que je suis en train de visiter, c'est une bonne affaire? Est-ce que si je l'achète aujourd'hui, je pourrais le revendre demain au moins au même prix? Pour moi, c'est quasiment la seule condition qui compte. En fait, c'est le résultat de tout le reste. Et voilà, dans la vie, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Vous pouvez être amené à devoir vendre un bien. Il ne faut pas que ce soit problématique. Il faut vraiment bien acheter. C'est à ce moment-là qu'on fera toute la rentabilité du bien. C'est à ce moment-là qu'on fera la plus-value potentielle. C'est à ce moment-là qu'on pourra avoir un rendement acceptable qui nous permettra ensuite de bien entretenir le bien. Ensuite, voilà, dans la disposition du bien, s'il y a des chambres aveugles sans fenêtre ou des chambres avec des énormes mansardes où un adulte ne peut pas rentrer, voilà, tout ça, il faut vraiment, sauf dans les villes où les mètres carrés ils sont les villes hyper chères, où vous allez pouvoir entreprendre des gros travaux. Mais sinon, passez votre chemin. Franchement, les gros travaux, c'est vraiment beaucoup d'ennuis et souvent, c'est pas rentable en fait. S'il y a des travaux à faire de rafraîchissement, alors faut essayer de les chiffrer au moins sommairement. Donc la première chose, vous pouvez demander à l'agent immobilier. Ça arrive, 9 sur 10 n'auront jamais fait de travaux ou refait des biens, ou en tout cas pas dans la même optique que vous. Mais ça arrive qu'ils aient déjà fait des chiffrages, où vous pouvez tomber sur un agent immobilier qui est aussi investisseur, qui sait de quoi il parle. Prenez toujours les informations qu'ils vous donnent avec des pincettes. Leur but, c'est de vous vendre l'appartement. Ils pourraient vous dire qu'il y a 5 000 euros de travaux alors qu'il y a 40 000 euros. Mais voilà, c'est toujours une information qui est bonne à prendre. Après, chaque cas est différent, mais pour vous faire une estimation grossière des travaux et des coûts, par exemple, s'il y a des fenêtres à changer, si c'est des fenêtres standards, on compte environ 1 000 euros la fenêtre. Quand il y a une porte d'entrée à changer, c'est 1 500 ou 2 000 euros. Une chaudière à gaz, c'est dans les 2 000 euros. Un chauffe-eau, c'est dans les 1 000 euros. Les cuisines, maintenant, si vous voulez mettre des petites cuisines, il y en a dans des magasins, ça coûte entre 1 000 et 1 500 euros. Il y a déjà tout avec l'électroménager. Après ça, c'est sans la pause. Une salle de bain, si vous voulez complètement la refaire, vous pouvez compter, je dirais, 4 000 à 5 000 euros. En gros, pour rafraîchir un appartement d'une type T2 de 40 mètres carrés, vous pouvez compter 10 à 15 000 euros si vous le faites faire. Après, vous pouvez faire les budgets vous-même, mais vous pouvez faire pas les budgets, les travaux vous-même. Mais moi, je vous le conseille pas. Si vous voulez enchaîner les biens, eh ben déjà les professionnels ils vont avoir des tarifs qui sont meilleurs que vous sur les matériaux. Donc une partie de l'économie de main-d'œuvre que vous faites, vous allez la compenser par surpayer les matériaux. Et ensuite, n'est pas artisan qui veut, je veux dire, faire une salle de bain sans fuite et qui tienne dans le temps. C'est pas n'importe qui peut faire ça. Vous pouvez vous faire mal au dos, voilà. Enfin, il y a plein de raisons pour lesquelles il ne faut pas faire les travaux vous-même. Je ne vous parle même pas de tout ce qui est gaz ou électricité. Si vous avez les compétences, libre à vous de choisir de le faire. Moi, je ne vous le conseille pas parce que il y a plein d'avantages à déléguer. Voilà, vous n'êtes pas vraiment, même si vous êtes responsable du résultat final, vous allez pouvoir mettre la pression à quelqu'un pour le faire. Ça va aller plus vite. Si vous mettez 3 ou 4 ou 5 mois de plus qu'un artisan à faire les travaux,
c'est autant de loyer qui rentre pas. En plus, les travaux ils sont déductibles des impôts, donc vraiment, vous embêtez pas, votre temps, c'est ce qu'il y a de plus important. Et votre énergie, il faut vraiment la mettre sur des projets rentables ou sur des choses qui ont de la valeur ajoutée pour vous. Donc les travaux, à moins que vous soyez un gros fan ou que votre budget soit super limité, je peux que vous conseiller de les déléguer. Et ensuite, je vous ai dit 10-15 000 euros pour un T2, T3. Quand ça commence à être un T5 de 100 mètres carrés, là, vous pouvez compter au moins 30 000 euros. Donc, vous pouvez toujours me dire non, mais le cousin de mon oncle, il a son beau-frère qui fait les travaux. C'est pas du tout ça. C'est juste un ordre d'idée. Calmos les loulous. Moi, je veux juste vous mettre sur une voie que vous puissiez faire une estimation. Et pendant la visite, c'est vraiment le moment crucial où il faut que vous posiez le plus de questions. Même si les informations sont déjà présentes sur l'annonce, les agents immobiliers, ils prennent pas le temps souvent de bien relire leurs annonces. On voit toujours des hérésies. Je pense qu'ils doivent avoir un logiciel qui envoie sur plein de sites, alors que 90% des gens regardent sur Le Bon Coin. Ils prennent même pas le temps de faire une annonce qui est vraiment adaptée au format Le Bon Coin. Combien de fois on voit comme ça, c'est écrit au kilomètre, il n'y a pas d'espace et tout. Enfin bref. En tout cas, reposez toujours les questions. Le plus important, c'est le montant des charges. Faut vraiment, après, au moment de l'achat, vous aurez les décomptes de charges, mais c'est le moment d'en tenir, d'être sûr de l'information. Les taxes foncières, parfois ils le savent pas, mais il faut demander. Et ensuite, pour moi, les questions qui sont très importantes, aussi il faut demander s'il y a un garage, une cave, parce que parfois c'est pas indiqué, on n'est jamais à l'abri de faire une bonne affaire en voyant que c'est pas indiqué et qu'en fait il y a un garage. Vous pouvez demander aussi les diagnostics, est-ce qu'ils ont été déjà faits, est-ce qu'il y a des problèmes. Donc souvent l'électricité il y a des problèmes, le gaz ça arrive qu'il y en ait, il y a encore l'amiante, le plomb et la mérule dans certaines régions. Pareil, il y a le métrage de l'appartement, parfois vous pouvez avoir un agent immobilier qui va vous mettre la terrasse ou la surface au sol. Donc c'est dans les diagnostics, si c'est déjà fait, il faut lui demander la surface exacte du bien. Ensuite il faut lui demander, c'est le plus important, il faut un peu sympathiser avec lui, mais demandez-lui s'il a déjà eu des offres, s'il y a des visites de prévues, s'il a déjà eu des offres, à quel prix, demandez-lui la marge de négociation que qu'il pense que vous pouvez avoir. Lui, son but, c'est de vendre. J'ai eu plein d'exemples où les agents immobiliers, ils n'ont pas défendu les intérêts des acheteurs, des vendeurs, et ils sont plutôt du côté des acheteurs, même si c'est pas vous qui lui avez donné le mandat. Donc, demandez-lui simplement combien est-ce que vous pensez qu'on peut négocier. Ça vous fera une bonne base pour la suite. Enfin, demandez pour les meubles qui sont dans l'appartement s'ils restent ou non. Parfois, si c'est pour louer, vous pouvez essayer de les négocier avec, essayer d'avoir ça en plus. Ça vous fera toujours quelques milliers d'euros d'économie et pareil, beaucoup de temps. Pas besoin d'aller chez Ikea le samedi après-midi, pas besoin de monter les meubles pour se rendre compte le dimanche qu'il manque des choses et que le locataire il arrive lundi. Donc si vous avez possibilité d'acheter des meubles, alors des meubles qui sont bien, pas la commode de mamie ou des tables en formica, vraiment des trucs qui ont l'air ok, et surtout quand l'appartement était déjà prévu à la base pour de la location, tout le monde sera content si vous arrivez à les reprendre. Enfin, je vais pas vous faire une liste de toutes les vérifications d'usage à faire parce que ce serait trop long, mais dans la salle de bain, vérifiez que tout fonctionne, donc les douches, les chasses d'eau, les robinets, vérifiez qu'il n'y a pas de traces d'humidité au plafond ou dans les coins, qu'il y a bien possibilité de brancher un lave-linge, surtout dans les petits appartements. Dans la cuisine, pareil, vérifiez qu'il n'y a pas, que tout fonctionne, électroménager. Aussi maintenant, c'est assez indispensable au moins de regarder s'il y a la fibre. C'est souvent une question que les locataires y posent avant même de visiter, est-ce qu'il y a la fibre. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes, genre nés après 2000, ça met un peu un coup de vieux je pense beaucoup d'auditeurs, et maintenant on a des locataires qui sont nés après 2000, et eux ils savent même pas qu'on peut avoir internet via le téléphone, via la DSL. En fait ils pensent plus que fibre. Donc pour eux, s'il n'y a pas la fibre, il n'y aura pas moyen d'avoir internet dans l'appartement. En fait, pendant cette visite, vous allez essayer vraiment de gratter le plus d'informations possible
qui va vous permettre d'avoir des outils pour la négociation. Donc il faut aussi demander si l'appartement il est en vente depuis longtemps, pourquoi est-ce qu'ils vendent. Donc si les gens ils habitent plus dans la région, peut-être qu'ils vont avoir possibilité de lâcher plus que si c'était quelqu'un qui habite encore dans l'appartement, qui a un nouveau projet, qui a vraiment besoin d'un montant fixe. Pareil, si vous arrivez à savoir quand est-ce qu'ils ont acheté, si les gens ils ont acheté il y a 2 ans, la marge de négociation que vous allez pouvoir avoir, elle va être super faible. Donc vraiment parler avec les agents immobiliers, souvent ils sont sympathiques, souvent ils ont des choses à vous raconter. Ne croyez pas tout ce qu'ils disent, mais vraiment posez-leur le plus de questions possible. Ensuite, si comme je vous l'ai dit, vous avez fait 10-15 visites pour un peu prendre la tendance du marché, quand vous allez voir une bonne affaire, donc la rentabilité que vous avez calculée, comme je vous l'ai indiqué dans le podcast de la semaine dernière, si elle vous convient, si l'appartement il vous convient, il faut faire une offre rapidement. Franchement, allez, je vous conseille peut-être si vous n'êtes pas trop pressé, de passer 24 heures, dormir dessus comme on dit, et ensuite vous envoyez l'offre. Ça sert à rien d'attendre. Il peut se passer plein de choses, surtout quand c'est des appartements au bon prix, donc faut être réactif. Et si vous savez que vous voulez faire une offre, de toute façon on le sent pendant la visite, on n'est peut-être pas sûr à 100%, mais on le sent, demandez tout de suite à l'agent immobilier s'il a des visites qui sont prévues. Parce que s'il n'a pas de visite pendant les 24 ou 48 prochaines heures, vous pouvez réfléchir sereinement. Et ensuite, faites votre offre. De toute façon, après, vous avez toujours moyen de sortir de l'offre, alors que le vendeur, lui, il n'en aura plus moyen. Je ne conseille pas de faire une offre si vous n'êtes pas sûr, si vous pensez que vous n'allez pas la suivre, mais si vous n'êtes pas sûr à 100%, vous pouvez quand même faire une offre. Et ensuite, il sera toujours temps d'aviser. Voilà, donc il est temps de passer à l'action pour ne plus vous faire presser comme un citron par votre patron. Donc je vous rappelle que vous pouvez me contacter sur Instagram, @bybypatron. Sur toutes les plateformes de streaming, vous pouvez me retrouver. Et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions ou les idées de thèmes pour le podcast, même si j'en ai déjà quelques-unes d'avance. J'adore échanger avec vous là-dessus. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.